Bienvenue à tous. L'Afrique, depuis plusieurs années, a connu des guerres à répétition. Plusieurs jeunes démocraties, pour la résolution des conflits, ont souvent fait appel au dialogue. Le dialogue qualifié d'arme des forts fait lui-même appel à une démarche qui fait intervenir parfois des consensus. L'entretien du jour abordera le dialogue politique en période de crise. Et notre invité est Dr Christophe Kwame. Il est le président du comité exécutif de Civis Côte d'Ivoire. Bienvenue, Dr Christophe Kwame. Bonjour, merci. Avec vous, nous parlerons de dialogue politique. Qu'est-ce qu'on appelle dialogue politique? Alors, le dialogue politique se différencie de la médiation en ce sens que le dialogue met face à face deux personnes qui ont des compréhensions différentes du même problème. En général, c'est le même problème sur lequel ils vont travailler, mais ils ont une compréhension différente. Donc, ces deux personnes-là ont des enjeux qui sont mutuels, mais pas nécessairement communs. Et en général, ce dialogue aboutit à une entente sur un minimum de part relativement au sujet querellé. Et en général, c'est ce qui devient la norme pour les deux personnes. Je veux dire qu'un dialogue n'est pas nécessairement autour des lois. C'est-à-dire que c'est le dialogue lui-même qui crée la norme qui devient la loi pour les deux personnes qui discutent. À quel moment un chef d'État, un dirigeant peut-il faire appel à un dialogue politique? Dans le principe de la bonne gouvernance, un dialogue politique doit et peut se faire en amont quand un homme politique est élu pour dérouler son programme, pour faire les réformes. Il peut avoir appel au dialogue pour que ces réformes-là passent facilement auprès de ses concitoyens. En aval aussi, après des crises, comme celle que nous avons vécue et que nous continuons de vivre, mais à moindre effet, après ce type de crise-là, un homme politique peut faire appel au dialogue pour que le parti au pouvoir discute avec l'opposition politique pour le bien-être, je dirais, des citoyens. La politique, l'idéal politique étant entendu que c'est la gestion de la cité, vous comprenez avec moi que cette gestion de la cité qui va pour le bien-être des populations, on peut utiliser ce outil-là à tout moment de la vie publique. On a coutume d'entendre que le dialogue, c'est l'arme des forts. Quelle est la compréhension que vous avez? Alors, pourquoi l'arme des forts? Parce qu'il faut puiser en soi, il faut être transcendant pour pouvoir aborder le dialogue. Vous avez un groupe, vous savez qu'en politique, les élections sont vues par les sociologues comme une confrontation d'un groupe ou de plusieurs groupes si il y a plusieurs candidats dans l'opposition. Vous savez que toute confrontation, toute compétition, même le football, si vous prenez ASEC Africa, vous verrez qu'il y a des passionnés dans tous les camps. Donc sociologiquement, une élection, une gestion de la vie publique étant une confrontation, vous comprenez que si les leaders ne prêtent pas à main cela comme un jeu de niveau acceptable, il y a des débordements de toutes parts. Et donc, le leader a derrière lui toute une troupe et ce leader-là doit être charismatique, ce leader doit être le berger qui donne la voix et non celui qui va suivre la troupe. C'est pour cela qu'en lui, il doit pouvoir avoir des qualités de leadership transformationnel pour pouvoir amener son équipe à bon port. C'est pour cela que ça demande de faire des efforts sur soi-même. C'est pour cela qu'on dit que c'est l'arme des forts. Quel est votre commentaire sur le cas du Mali qui a connu récemment un coup d'État? La CEDEAO est intervenue, on est à une transition. On se souvient également du cas du Nigeria qui a fermé ses frontières avec certains pays limitrophes, dont le Bénin. Et il y a même la Côte d'Ivoire. Votre commentaire sur ces différents exemples? Le Mali et le Nigeria. Dans le cas précis du Mali, le Mali a signé un protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Et à ce titre, la CEDEAO a instruit des sanctions parce que ce protocole dit qu'on doit accéder au pouvoir que par des élections. Et donc, la CEDEAO a demandé au Mali de nommer un gouvernement de transition avec une majorité de civils, ce que le Mali a fait, et la CEDEAO a levé les sanctions. Dans le cas du Nigeria, il est intéressant de voir que depuis le président Yahi Boni jusqu'à aujourd'hui, au président Talon, régulièrement, le Nigeria accuse le Bénin de trafic transfrontalier. Et comme par hasard, vers la fin, les deux présidents de la période considèrent qu'ils sont des frères et qu'il y a des familles de part et d'autre de la frontière. Et en général, ils le règlent de manière amicale. Dans ce cas précis, la même CEDEAO a un autre protocole qui s'appelle le protocole qui permet
la circulation des personnes et des biens. Et donc ce protocole a été signé par le Nigeria et le Bénin. Ces deux pays s'affrontent, mais vers la fin, de manière amicale et fraternelle, ils règlent leurs problèmes. C'est ce qu'ils ont fait pour le futur et le énième différend entre le président actuel et son homologue béninois. Parlons un peu du cas de la Côte d'Ivoire. On se souvient récemment, le 11 novembre dernier, le président de la République Alassane Ouattara et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, se sont rencontrés. Il y a eu un début de dialogue politique. Quels sont les commentaires et les enjeux d'un tel dialogue? Alors, premièrement, la conduite du processus électoral actuel s'est faite de manière non consensuelle et donc l'opposition politique a appelé à une désobéissance civile et à un boycott actif des élections. Cela a entraîné plusieurs pertes en vie humaine et matérielle. La rencontre du président Henri Konan Bédié et de son jeune frère, le président Alassane Ouattara, ont permis urgemment de régler les affrontements entre tous les belligérants. Et sur le long terme, nous voyons que chaque camp est en train de s'organiser. Je crois que hier, le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré tous les cadres du RHDP et chaque camp, les deux camps vont se rencontrer pour se mettre d'accord parce que l'objet, et je l'ai dit, la finalité de la politique étant la gestion de la cité pour le bien-être des citoyens, je pense et nous pensons que ce dialogue va aboutir à un consensus pour que la vie politique ivoirienne soit apaisée. Toutes les fois qu'on approche d'une élection présidentielle en Afrique, il y a des grincements dedans, les populations parfois ont peur de ce qui va se passer. La question, c'est de savoir comment le dialogue politique peut éviter des crises, comment le dialogue politique peut aider au développement du continent africain. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des causes profondes des violences électorales, des violences communautaires, des violences pré- et post-électorales. Pour notre part, nous avons constaté que les régimes patrimoniaux, je m'explique, aujourd'hui, il y a les causes structurelles et il y a les causes conjoncturelles et factuelles. Les causes structurelles, nous pouvons personnellement penser que la constitution ivoirienne est la première cause. Pour la simple et bonne raison que la circulation, la gestion et l'organisation du pouvoir en Côte d'Ivoire ne permet pas ce que les anglo-saxons appellent le check and balance, qui est un système qui permet d'organiser et de séparer les pouvoirs exécutifs, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Cela n'existe pas dans notre constitution. Et si vous regardez bien, de 1960 à 2016, les 11 réformes constitutionnelles ont juste été des réformes constitutionnelles pour augmenter le pouvoir du président de la République en Côte d'Ivoire. Deuxième élément des violences communautaires et juste après les élections, juste avant, c'est aussi un manque de culture démocratique, c'est un manque d'éducation civique, électorale et même une information aux électeurs. Donc pour nous, l'État de Côte d'Ivoire, la société civile, la CEI, même le secrétariat chargé de l'éducation civique doivent se mettre après chaque élection à faire cette formation-là. Aussi, si les citoyens ivoiriens pouvaient se mettre d'accord et trouver d'ici quelques années, d'ici quelques mois, une constitution consensuelle qui soit l'aspiration profonde de tous les citoyens ivoiriens, nous pensons que nous pouvons régler ces problèmes-là. En ce sens que de 1960 à aujourd'hui, toutes les révisions constitutionnelles ont échappé au peuple souverain. Le peuple souverain n'a jamais eu à dire un grand mot. Les hommes politiques s'en sont accaparés et donc les conséquences sont ces violences-là, en ce sens que celui qui tient le pouvoir d'État tient le pouvoir de toute la Côte d'Ivoire et il peut gérer comme son patrimoine. Et à ce titre-là, chacun des protagonistes le sachant, chacun veut avoir ce pouvoir-là. Et quand on l'a, il n'y a pas de contrebalance, il n'y a pas de séparation de pouvoir et le pouvoir absolu rend fou. Et Alpha Blondy l'a chanté à souhait. D'accord, la dernière question, sûrement, c'est de savoir la formation politique à tous ces jeunes sur le continent devrait porter sur quel point précis? Alors, ce qu'on appelle éducation civique et électorale regroupe ce que Civis fait d'une part, qui est l'éducation à la citoyenneté. À l'intérieur de l'éducation à la citoyenneté, nous avons des notions comme la République, la nation, le bien commun, et tout ça se regroupe autour de trois piliers. Il y a le civisme,
la civilité et la solidarité. Si vous regardez bien, le programme d'un des candidats de cette année, le projet de société, porte sur la solidarité. C'est pour vous dire que les autres n'ont pas encore été touchés. Et donc, en un mot comme en mille, tous les pays, le Ghana est témoin depuis 1993, a créé une commission nationale d'éducation civique. De 1993 à 2013, nous avons eu la chance d'assister aux 20 ans. Nous avons vu qu'au Ghana, le citoyen, en termes de civisme, de civilité et de solidarité, est plus formé. Au Sénégal aussi pareil. Donc, la jeunesse des partis politiques, la jeunesse de la Côte d'Ivoire peut, si nous nous donnons les moyens avec des moyens gouvernementaux, être formée de maintenant jusqu'à 20 ans. Nous verrons les résultats. Je termine en disant que les partis politiques sont financés justement pour former leurs militants. Et pour 2021, Civis Côte d'Ivoire va faire un monitoring de tous les partis politiques qui vont recevoir des financements pour contrôler, pour voir s'ils forment réellement leurs militants avec l'argent du contribuable. Merci, Dr Christophe Kwame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du comité exécutif de Civis Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous avons parlé de dialogue politique en période de crise. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi.